Bonjour, dans une nouvelle série de podcasts, je vais vous présenter les traités du gouvernement civil de John Locke, publiés en 1690, et notamment le second traité. Pourquoi ce livre ? Eh bien parce qu'on peut considérer que c'est l'un des ouvrages absolument fondateurs de la théorie moderne de l'État, dans laquelle notamment il s'agit de s'opposer à l'absolutisme. On peut dire que le traité de Locke est le premier grand traité de libéralisme politique. En français, quand on parle de libéralisme, on pense plutôt au libéralisme économique et à toutes les conséquences sociales qu'il peut avoir. Là, ça n'est vraiment pas du tout de ça dont il est question. C'est bien plutôt du libéralisme politique par opposition à l'autoritarisme. Locke réfléchit à ce que peut être un État libre, c'est-à-dire un État dans lequel la liberté des citoyens est préservée et même augmentée par rapport à une vie sans État, qu'il appelle l'état de nature. Il s'agit donc de réfléchir principalement à ce qu'est un abus de pouvoir, aux différentes manières de réduire la possibilité des abus de pouvoir. Donc nous n'aborderons pas principalement des questions de justice sociale, de réflexion sur les rapports entre les riches et les pauvres, etc. Sauf dans le 4e volet de la série, qui sera consacré au rapport entre le travail et la propriété privée. Mais à part ça, notre sujet principal, ce sera bien la question d'une non-domination des gouvernants sur les gouvernés au sein d'un État libre. Avant de rentrer dans la philosophie politique de John Locke, je vous donne quelques éléments de contexte qui vont nous permettre d'ancrer toute cette réflexion dans des enjeux concrets. Locke est né en 1632 en Angleterre. Quand il a 10 ans, en 1642, éclate la première révolution anglaise. C'est une période de guerre civile extrêmement troublée qui aboutit notamment à la condamnation à mort du roi Charles Ier Stuart en 1649. Cette période d'intense instabilité inspirant à un autre philosophe, Hobbes, une théorie politique dont on verra qu'elle est assez différente de celle de John Locke et que j'ai détaillée dans une série de 6 vidéos sur ma chaîne Le Décodeur Philosophique. En 1649, la République est proclamée et dans le procès verbal que la Chambre des communes établit, on peut lire la chose suivante. Le peuple d'Angleterre est constitué comme République et État libre et sera désormais gouverné par la suprême autorité de cette nation, les représentants du peuple dans le Parlement, et cela sans aucun roi ni chambre des lords. C'est une véritable révolution constitutionnelle qui, bien évidemment, marquera John Locke pour toute sa vie. Cette république, néanmoins, ne dure pas très longtemps. On peut considérer qu'elle prend fin en 1653 quand Cromwell devient Lord Protecteur, le protectorat étant une sorte de monarchie qui ne dit pas son nom. Et 2 ans après la mort de Cromwell, en 1660, un roi revient sur le trône, il s'appelle Charles II, et il va régner jusqu'en 1685. Et ce règne de Charles II, c'est la période à laquelle Locke parvient à une pensée politique mature. Dans un premier temps, il se réjouit de la Restauration, et il défend même avec fougue l'autorité des rois et l'obéissance des sujets. C'est une période de sa pensée qu'on qualifie parfois d'antilibérale ou d'autoritaire et qui semble assez proche de la philosophie de Hobbes, même si Locke lui-même ne s'en réclame pas explicitement. Cependant, dès 1666, il compose un essai sur la tolérance qui est déjà un premier pas vers le libéralisme politique. Par la suite, sa vie est déterminée par son rapport avec le comte de Shaftesbury. Ce comte est accusé de républicanisme et il est démis de ses fonctions de chancelier en 1675 par Charles II. Dès lors, pour Locke, c'est l'exil en France jusqu'en 1679. En 1685, Charles II meurt, Jacques II lui succède, et à ce moment-là, Locke est identifié comme présumé coupable d'un complot envers le roi. Il doit se cacher sous un faux nom. Et de manière plus générale, Locke considère que Charles II, comme Jacques II, impose à l'Angleterre un régime de persécution et de terreur absolument intolérant, et il médite un droit de résistance par la force. Ensuite, entre 1688 et 1689, alors que Locke a cette fois 56 ans, se produit la seconde révolution anglaise, appelée aussi Glorieuse Révolution. Le roi Jacques II d'Angleterre est renversé. Sont appelés sur le trône Marie II, la fille de Jacques II, et Guillaume III, prince d'Orange. Et d'un point de vue constitutionnel, les pouvoirs du Parlement sont renforcés par rapport à ceux du roi.
Un an plus tard, en 1690, Locke fait paraître ces 2 traités du gouvernement civil, et l'on discerne sans peine que son objectif principal, c'est de lutter contre toute forme de tyrannie, d'oppression. Il va défendre l'idée que les humains ont des droits naturels inaliénables, idée qui bien sûr va devenir absolument fondamentale dans la théorie ultérieure de l'État. On la retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de manière générale, elle continue plus ou moins implicitement à être le fond à partir duquel nous pensons la légitimité de l'État. Dans ce premier podcast, je vous propose un aperçu d'ensemble du trajet argumentatif que va suivre John Locke. Je ne vais pas ici m'attarder beaucoup sur le premier traité du gouvernement civil. C'est un traité qui est consacré à réfuter la thèse de Robert Filmer dans son ouvrage intitulé Patriarcat, paru à titre posthume en 1680. Robert Filmer réagissait lui-même à la théorie de Hobbes, suivant laquelle l'État, le pouvoir politique légitime, provient originellement d'un contrat, soit explicite, soit implicite, que les citoyens ont passé les uns avec les autres. Filmer soutient une autre thèse, la thèse du droit divin. Généralement, on croit que la thèse du droit divin était absolument dominante avant Hobbes et que c'est Hobbes qui l'a le premier réfuté. En vérité, les choses ne se sont pas vraiment passées ainsi. Il est vrai que les rois revendiquaient une certaine légitimité divine, par exemple en France avec le sacre à Reims. Néanmoins, il n'y avait pas ce qu'on pourrait appeler une théorie bien constituée du droit divin. C'est seulement au XVIIe siècle que cette théorie est véritablement constituée, notamment en réaction à la théorie de Hobbes, et Locke lui-même écrit pour s'opposer à cette théorie, qui pour nous de toute façon est aberrante. C'est une théorie qui part du principe qu'Adam, le premier homme, a reçu un privilège spécial de Dieu d'avoir autorité sur ses enfants, et qu'ensuite ce privilège s'est transmis de génération en génération, et que les rois seraient donc issus de la branche aînée de la postérité d'Adam, ce qui leur donnerait un pouvoir divin sur les autres humains. Donc évidemment, il n'y a pas besoin pour nous de beaucoup s'attarder sur cette théorie. Rousseau, dans le Contrat social, fait quelques traits d'humour assez drôles sur ce sujet. Je cite, c'est dans le chapitre 2 du livre 1, « Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé, père de 3 grands monarques qui se partagèrent l'univers, d'après Filmer sous-entendu. J'espère qu'on me saura gré de cette modération, car descendant directement de l'un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que sais-je si, par la vérification des titres, je ne me trouverai point le légitime roi du genre humain ?» Cette théorie est donc absurde à tous les niveaux, non seulement parce que les descendants d'Adam n'ont pas de droit particulier sur les autres humains, mais en plus parce que on ne sait pas de toute façon qui sont les descendants de la branche aînée. Par ailleurs, nous ne faisons plus une lecture littérale de la Genèse, donc tout ça ne nous concerne plus bien évidemment. Dans le second traité, qui lui en revanche va beaucoup nous intéresser, Locke essaie de mettre en place des critères qui permettront de distinguer entre les bons gouvernements et les mauvais gouvernements, ou les bons États et les mauvais États, sachant que les notions de gouvernement et d'État ne sont pas encore véritablement distinguées, elles le seront très nettement par le contrat social de Rousseau en 1762, là on est en 1690. Alors comment faire pour s'opposer d'un point de vue théorique à l'oppression ? On va voir que Locke va même jusqu'à justifier un droit de résistance, ce qui est assez original de sa part, un droit de résistance par la force. Il faut revenir à la question du but en vertu duquel la communauté politique existe, comme l'avait fait Hobbes d'ailleurs. Voilà comment Hobbes présente les choses. Si l'État n'existe pas, alors on est dans une situation qu'on appelle état de nature par définition, et cet état de nature est un état de guerre de chacun contre chacun, pour 3 raisons principales qui sont la concurrence, la défiance et la fierté. Là, je ne vais pas tout expliquer puisque j'ai fait 6 vidéos sur Hobbes, les 2 premières étant consacrées à ces 3 grandes causes de conflit que sont la concurrence, la défiance et la fierté. À partir de là, Hobbes soutient qu'il est nécessaire de mettre en place un État, mais le problème principal de la philosophie politique de Hobbes, c'est qu'il va concentrer toute son attention sur l'idée de la paix, sur l'idée qu'il faut pacifier les rapports entre êtres humains, au détriment de toute autre considération, ce qui va l'amener à justifier toutes les formes de pouvoir capables de pacifier les rapports entre individus, y compris les formes les plus tyranniques. Cela est d'ailleurs renforcé par le fait que, selon Hobbes, il faut qu'il y ait un pouvoir souverain, c'est-à-dire au-dessus de tous les autres, un pouvoir clairement identifiable comme le pouvoir ultime, capable de trancher tous les litiges en dernière instance.
Et cette nécessité qu'il y ait un pouvoir souverain plutôt qu'un équilibre des pouvoirs implique qu'on n'aura aucun moyen légitime de contester l'autorité du souverain parce qu'il est le seul juge de la question de savoir s'il utilise son pouvoir à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Hobbes dit bien, comme le fera Locke plus tard, que la finalité de l'État, c'est le bien commun, c'est le bien public. Mais comme c'est le pouvoir souverain qui est le seul juge de la question de savoir s'il agit lui-même conformément à l'intérêt général ou au bien public, ou de manière opposée à l'intérêt général ou au bien public, cela implique concrètement que ce pouvoir souverain peut faire tout ce qu'il veut, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle. Hobbes dit en quelque sorte: ne vous inquiétez pas, le souverain, que ce soit une seule personne comme dans une monarchie, ou plusieurs personnes comme dans une aristocratie, ou tout le monde comme dans une démocratie, ce souverain n'a jamais intérêt à faire ce qui est contraire au bien du peuple. Le seul problème véritable qu'on peut avoir dans une organisation politique, c'est quand on ne sait pas qui est-ce qui a le pouvoir souverain. Locke répond non. Parfois, une personne seule peut avoir des intérêts assez opposés à l'intérêt d'ensemble, à l'intérêt commun, et même une assemblée de parlementaires, par exemple, peut avoir des intérêts assez divergents des intérêts du peuple. Il faut donc mettre en place des garde-fous. Je pense que c'est important d'insister sur cette discussion entre Hobbes et Locke. C'est une discussion fondamentale sur l'unité et la pluralité du pouvoir que l'on peut avoir toujours actuellement quand on se demande est-ce que le président, par exemple, n'a pas trop de pouvoir, etc. Hobbes nous dit attention, si vous multipliez les pouvoirs, si vous faites des contre-pouvoirs, ils vont se gêner les uns les autres et si à un moment ils ne sont vraiment pas d'accord les uns avec les autres, la seule solution ce sera le conflit armé, comme lors de la guerre civile des années 1640 en Angleterre. Vous allez voir que Locke a des moyens de répondre à cette objection qui est quand même forte, et c'est l'un des objectifs de cette série de podcasts de montrer quelles sont ses réponses précises. Pour réfléchir à ce qu'est l'État et à ce que doit être l'État, Locke va d'abord proposer une analyse ou une description de ce qu'est la vie sans État, qu'il appelle, comme Hobbes, l'état de nature. Et l'une des différences majeures de sa description par rapport à celle de Hobbes, c'est que Locke intègre dans ce qu'il appelle l'état de nature l'idée que nous avons des devoirs à respecter envers autrui, que nous le savons, et ensuite la question se pose de savoir si nous les respectons toujours ou pas. Il se trouve que nous ne les respectons pas toujours, et qu'en revanche, quand les autres les transgressent à notre détriment, nous avons tendance à nous venger de manière généralement disproportionnée. C'est pourquoi il faudra en fait sortir de l'état de nature. Locke n'est pas du tout un anarchiste qui nous dirait « les humains n'ont pas besoin de l'État au sens politique du terme, ils savent bien se déterminer moralement par eux-mêmes, ils savent qu'il faut respecter les autres et donc tout cet appareil de l'État n'est que oppression, etc. » Locke va donc avoir une position intermédiaire. Pour résumer brièvement, et ce que je vais dire va paraître faux à ceux qui connaissent le texte, mais je pourrais m'expliquer plus en détail dans les podcasts suivants, vous allez voir. Je dirais que dans ce modèle d'état de nature, qui est censé être une description adéquate de la façon dont vivent effectivement les humains avant l'instauration de l'État, on a des conflits, mais pas autant que dans le modèle de Hobbes. Donc c'est un point de comparaison qui est davantage critique que le point de comparaison de Hobbes. Pour Hobbes, comme de toute façon, il n'y a pas pire que l'état de nature, cela implique qu'on ne peut jamais s'en servir pour critiquer un gouvernement. Alors que la description de l'état de nature de Locke étant moins négative, elle va permettre de fournir une base critique en disant « là, maintenant, l'État est devenu tellement tyrannique, ou le gouvernement est devenu tellement despotique, que finalement, on ne serait pas plus malheureux dans l'état de nature. Donc, nous n'avons aucun intérêt à continuer à obéir, et nous avons même le droit de nous révolter. » Mais surtout, là où la pensée de Locke va être critique, va permettre de s'opposer à l'autoritarisme, ce que la philosophie de Hobbes était loin de pouvoir permettre, c'est que Locke va aboutir à l'idée que la finalité de l'État, c'est la conservation de la vie, de la liberté et des biens. Il va mettre en place, en tant que limite du gouvernement légitime, l'idée suivant laquelle tous les humains entrent dans une société civile, c'est-à-dire dans une communauté politique, afin de se protéger eux-mêmes et afin de protéger leurs biens, ce qui implique directement que toute atteinte à la personne, aux libertés ou aux biens des individus particuliers de la part du pouvoir central est contraire à sa fin, à sa finalité, et notamment au tout dernier chapitre, le chapitre 19, intitulé « De la dissolution des gouvernements », Locke va conclure de tout cela qu'il y a un droit à la résistance populaire en cas d'abus de pouvoir, ce qui est vraiment une innovation théorique majeure de sa part.
Voilà donc pour ce premier podcast. Je termine en vous disant ce qui va suivre. Dans le podcast numéro 2, nous allons parler de l'état de nature et des lois de nature. Les lois de nature, ce sont les grands principes rationnels du juste et de l'injuste, du bien et du mal, de l'illégitime et du légitime, qui s'imposeront aux individus mais aussi aux États. Dans le troisième podcast, nous parlerons de la liberté, à la fois avant l'État puis dans l'État, et nous envisagerons notamment la théorie extrêmement intéressante de Locke, suivant laquelle la liberté naturelle des humains est préservée dans les sociétés politiques ou les États, parce qu'on passe d'une liberté qui était déjà dans le cadre des lois de nature à une liberté qui est dans le cadre des lois juridiques. Et dans un État libre, il faudra aller jusqu'à dire, contrairement à Hobbes, que la liberté du citoyen est bien supérieure à la liberté naturelle. Dans le quatrième volet, nous envisagerons la question des rapports entre le travail et la propriété privée. En apparence, ça n'a rien à voir, mais en réalité, fonder la propriété privée sur le travail va être un moyen pour Locke de montrer que les pouvoirs politiques n'ont pas à s'en prendre à la propriété privée, sauf dans la mesure où cela est compatible avec le but de l'État. Dans le cinquième volet, nous envisagerons la question du passage de l'état de nature à la société politique, c'est-à-dire à l'État proprement dit, qui est à penser comme un pacte ou comme un contrat, ou plutôt pour reprendre les mots de Locke, il faut penser un consentement, soit explicite, soit implicite, des citoyens à faire partie d'une communauté politique. Dans le sixième podcast, nous envisagerons l'organisation de ces États, l'organisation des différents pouvoirs entre eux notamment, organisation qui se doit évidemment de favoriser la liberté politique. Et enfin, dans un dernier temps, dans un dernier podcast, nous aborderons la question des limites de ce pouvoir et du droit de résistance qui lui est lié. Et de cette manière, nous aurons vraiment couvert l'intégralité de l'ouvrage, au sens où nous aurons vu l'ensemble des chapitres et la plupart des idées principales de ce traité qui a vraiment fait date dans l'histoire de la philosophie politique et plus généralement dans l'histoire des idées.